Moi, du coup, aujourd'hui, je vais me concentrer un petit peu sur deux choses. Je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a vu au niveau climatique sur l'Hérault, en basant beaucoup sur les données de l'Association climatologique de l'Hérault. Et puis après, je partagerai avec vous les données de flux de sève qu'on a collectées à quelques endroits un peu dans la région pour vous montrer un petit peu ce qu'on a vu et comment ça permet de mieux comprendre ce qui s'est passé sur ce millésime. Puis après, je suis sûr que Mathieu et Tatiana compléteront un peu l'image que j'aurais présentée au niveau hydrique. Donc déjà, si on commence sur la pluviométrie, sur le millésime 2015, donc on se rappelle de l'hiver dernier, on a eu encore un hiver assez sec, ce qui fait qu'en fait en mars 2015, avant le débourrement, on était plutôt sur des situations déficitaires, voire très déficitaires, dans toute la partie, dans tout l'Hérault quasiment, et surtout le long du littoral. Et plus on s'approchait de Perpignan, plus c'était déficitaire. Et en fait, après, on a eu entre avril et juin, finalement, pas mal de précipitations sur le long des Cévennes et de la Montagne Noire, ce qui a permis, dans ces régions-là, d'alléger un peu le déficit, sachant qu'au niveau du pourtour méditerranéen, on est un peu resté sur des situations de déficit hydrique. Et enfin, on se souvient tous qu'à partir je dirais de la fin du mois de juillet, là pour le coup, on a eu pas mal de précipitations de façon assez régulière un peu partout, et donc un déficit qui s'est beaucoup allégé, voire qui est devenu inexistant, sachant qu'on voit bien là que vers l'Aude, il y a certains d'entre vous, j'en suis sûr, qui ont eu des situations un peu différentes avec peut-être des déficits plus importants. Alors ça, c'était un slide que je voulais garder pour la fin en conclusion. Donc gardez-le en mémoire, c'est la situation de cet hiver qui est très très rouge comme vous le voyez. Alors après, l'autre élément important, donc la pluviométrie évidemment, c'est ce que vous avez en entrée. L'autre élément toujours très important qu'on regarde, nous, c'est ce qu'on appelle le temps thermique. Donc le temps thermique, c'est l'accumulation en base 10 des degrés. Et donc là, on a fait l'accumulation à partir du 1er avril. Donc c'est évidemment une supposition, parce que théoriquement, pour faire bien, il faudrait commencer au débourrement. Mais bon, pour vous donner une image, on voit que ce qui caractérise en fait l'année 2015 par rapport à, par exemple, 2011, qui est un millésime très précoce, c'est qu'on a un début relativement moyen jusqu'au début du mois de juin. Et puis en fait, après, une très très forte accélération. Vous vous rappelez, le mois de juin, le mois de juillet, ont été extrêmement chauds. Je crois que c'est les 2 mois les plus chauds jamais enregistrés au niveau de la France et même du monde. Et donc du coup, vraiment un processus d'accélération qui a fait qu'on a largement dépassé 2011. On avait un moment, enfin en moyenne, une semaine à 10 jours d'avance sur 2011. Et puis en fait, ce qui s'est passé, vous vous en souvenez certainement, c'est qu'en août, notamment vers la fin du mois d'août, on a eu un tassement des températures, des accumulations. Et donc, on est retombé sous 2011 à la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre. L'autre élément intéressant, là, c'est évidemment 2013. En gros, par rapport à 2013, qui est vraiment un millésime très froid partout en France et notamment dans la région, on a eu à peu près 3 semaines d'avance en permanence sur 2013. Alors, ce qui sera intéressant, c'est de voir si au niveau des dates de vendange, il y a eu ces 3 semaines. Bon, évidemment, c'est plus compliqué que juste la température, mais c'est toujours intéressant de voir le lien entre date de vendange et le temps thermique. Alors, du coup, ce que je vais commencer par faire d'abord, c'est un peu comme chaque année, ce que je fais depuis quelques années. Là, maintenant, on va regarder les entrées et les sorties. Donc, d'un côté, les entrées, c'est les précipitations que je vous ai présentées tout à l'heure. Et la sortie, c'est la demande climatique, la demande de l'environnement. Donc, c'est ce dont parlait Eric à l'instant, qui est essentiellement une fonction du rayonnement, mais aussi une fonction de la température, l'humidité relative et du vent. Et l'intérêt de faire ça, c'est que donc d'un côté, vous avez l'offre, la pluie, de l'autre, la demande. Et donc, en fait, on peut se dire qu'on a, au cours de la saison, un bilan qui s'équilibre. Et puis, à un moment, en fait, en gros, si vous allez, plus cette zone après va être importante, plus il y aura une sévérité du déficit. Donc là, les données de l'Association climatologique de l'Hérault sont toujours intéressantes.
on voit en fait que avant les années 90, on était sur des déficits qui étaient plus tardifs. Et puis on voit qu'à partir de 90, au fur et à mesure, ce point d'équilibre s'est déplacé pour être de plus en plus tôt dans l'année. Donc du coup, j'ai continué cet exercice et voilà un peu les résultats sur les différents terroirs où nous on travaille. Donc 2013, comme je viens de le dire, année plutôt tardive, assez arrosée. Donc on était sur une année, je dirais, très atypique, avec un point d'équilibre au 8 juillet. Puis 2014, de 19 mars. Donc déjà, l'année dernière, quand j'avais présenté ça, c'était quand même un peu inquiétant. Et en fait, on voit que sur la Livinière, en 2015, c'est le 27 avril. Donc on est à peu près stable autour de mars-avril. Sachant que je vous ai indiqué tout à l'heure qu'en effet, près des Cévennes et de la Montagne Noire, on avait eu globalement plus d'eau qu'ailleurs dans la région. Donc après la Clappe, donc là la Clappe, on est évidemment tout à côté d'ici. En 2013, pareil, on était assez tardif. 2014, on était quasiment pas de point de rencontre. Et puis 2015, avec les demandes évaporatives qu'on a eues cette année, puisque vous savez, il fait en ce moment particulièrement chaud, et le fait qu'il n'y a absolument pas de pluie, là, il n'y a pas de croisement. Enfin, le millésime 2015 avait été comme cette année, donc pas de croisement. Roquebrun, j'avais pas les données 2013, mais 2014, on avait eu à peu près la même chose que la Clappe, et en 2015, c'est la même chose. Donc clairement, sur ce bilan vraiment basique climatique, on est sur le papier sur une année qui fait un peu peur, quoi, qui est clairement où on se demande comment la plante a pu survivre vu les données. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la plante réagit, et puis de voir aussi le timing des précipitations, puisque si on regarde ces courbes-là, à Roquebrun comme ailleurs dans ce que j'ai montré, il y a bien eu des précipitations, et finalement, la question c'est, ce qui s'est passé, c'est que sans doute elles sont arrivées au bon moment. Donc du coup, pour vous montrer un petit peu comment la plante a réagi, je vais vous parler du déficit hydrique de 2015 et donc des mesures qu'on fait avec le fût de sève. Donc rapidement, pour vous rappeler en quelques mots comment on fait. Donc les capteurs de fût de sève, c'est des capteurs qui sont installés sur le cordon ou sur le bois de l'année précédente quand on est en guyot. Donc ils sont installés sur la partie horizontale. C'est vraiment un manchon qui s'installe autour de la plante. Et puis après, comme c'est une mesure thermique, donc on chauffe en permanence la vigne, et en fait on mesure à quelle vitesse la chaleur est déplacée par la sève. Donc vous pouvez imaginer que si la sève se déplace très vite, en fait il va y avoir relativement peu de différence entre l'amont et l'aval du capteur, et donc on va mesurer un flux très rapide. Alors que si la sève se déplace lentement, il va y avoir beaucoup de différences, et donc on va mesurer un débit faible. Donc, alors après, vous voyez que les capteurs sont entourés d'aluminium, parce que justement, comme c'est une mesure thermique, on essaye de protéger les cèpes de l'influence du milieu extérieur, du rayonnement et de la température. Alors l'idée de cette mesure, c'est d'utiliser la plante comme un capteur. En fait, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à une mesure, par exemple, d'humidité du sol, là, on est en direct sur la plante, et donc du coup, on utilise la plante comme un capteur. Ce qui est aussi intéressant par rapport au potentiel foliaire dont Eric a parlé, c'est que c'est une mesure qui est faite en permanence. Donc on a des petites radios qui sont installées sur ces capteurs, et tous les quarts d'heure ou toutes les heures, elles envoient les données sur le serveur, et donc du coup vous pouvez vraiment voir en continu et en temps réel la donnée. Et donc comme c'est une mesure, comme on utilise la plante comme un capteur, finalement la plante intègre un peu tous les effets. Donc elle va vous donner, la mesure va dépendre évidemment de la demande climatique, elle va dépendre de la quantité d'eau qu'il y a dans le sol, de l'architecture du vignoble. Donc si vous avez comme on l'a vu tout à l'heure, là, on voit qu'en fonction de la densité de plantation, la quantité d'eau utilisée au mètre carré n'est pas la même. Là, on va voir cette différence. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va également intégrer l'effet du cépage.
Donc en fonction de la caractérisation anisohydrique ou isohydrique du cépage, on va avoir des mécanismes d'utilisation en eau différents. Donc là aujourd'hui je vais me concentrer sur des Syrah, mais nous, à l'heure actuelle on mesure à peu près 300 parcelles partout dans le monde avec cette technique. Et dans ces 300 parcelles, je dirais qu'il y a les 2/3 c'est du Cabernet Sauvignon, peut-être un 5e Syrah et puis le reste quelques autres cépages. Donc du coup même chose, hein, on va se concentrer sur les 3 terroirs, la Livinière, Roquebrun et la Clappe. Alors juste un petit rappel aussi, donc l'année dernière il y a 2 ans en 2014, donc on avait suivi 2 parcelles. La parcelle nord qui est une parcelle plutôt jeune, donc avec un enracinement un peu plus faible, parcelle sud qui est un peu plus vieille. Et donc là on a bien vu la différence où on a eu une parcelle nord qui est pas mal rentrée dans le déficit, pré-véraison, et puis qui a beaucoup bénéficié des pluies de fin de saison. Alors ce qui est intéressant aussi avec cette méthode, c'est que ce que j'appelle le KC, c'est le coefficient de culture. Et donc ça vous donne la capacité de la plante à capturer la lumière en fait, quelque part. Et donc nous ce qu'on mesure, c'est que par rapport à ce qu'a dit Eric à l'instant où il parlait d'à peu près 35% de capacité dans le sud, en fait on voit que ici nous on observe entre 30-35% en effet, mais ça peut quand même monter jusqu'à assez haut, jusqu'à 60-70%, comme ici on le voit puisqu'on est à 60-79%. Donc ça, c'est des vignes qui sont assez grandes, et donc même si la densité reste 1 mètre sur 2,50 m, comme elles sont très hautes, très denses, on a une forte capacité à capturer la lumière. Donc qu'est-ce qui s'est passé en 2015 pour les 2 mêmes parcelles? Alors d'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a eu un soubresaut au début de l'année. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est une grande caractéristique de ce millésime, à mon avis. C'est qu'on a vu qu'au début de l'année, au début du printemps, on a eu un déficit hydrique quand même modéré dans la région. Et donc on voit en fait que le premier pic, c'est que les vignes ont arrêté de développer la canopée au début du mois de juin. Sans doute parce que comme le déficit hydrique devenait significatif, il y a eu un arrêt de croissance. Et en fait, les pluies du 15 juin ont permis aux vignes de repartir en croissance et d'atteindre je dirais, leur niveau habituel, puisque là, on est sur des niveaux qui sont relativement similaires, en tout cas pour la parcelle qui est un peu plus vieille. Donc ça, c'est un moment assez clé, et je pense que si on n'avait pas eu cette pluie, en tout cas à la Livinière, et on va le voir pour Roquebrun, je crois, ça aurait été assez difficile d'avoir des canopées de taille similaire, et donc des rendements similaires que les années précédentes. Alors après, l'autre partie importante, c'est qu'on est rentré dans le déficit assez tôt. Comme disait Eric, c'est vrai que dans la région, on est souvent autour du 15 juillet. Là, on était à peu près début juillet. Et en fait, après, ce qu'on voit, c'est qu'à partir du mois d'août, où il y a eu des pluies régulières et finalement un climat relativement clément, on est resté assez stable autour de 50%, ce qui fait qu'au niveau de la maturation, il y a sans doute eu des conditions assez favorables pour éviter trop d'arrêt de maturité ou de maturité qui était un peu plus ralentie. Alors après, pour la Clappe, 2014 c'était aussi une année très difficile à la Clappe, parce qu'il y a eu très très peu d'eau pendant tout le millésime, et on voit que il y a une des 2 parcelles notamment qui avait vraiment beaucoup souffert. Alors ça, c'est un autre point assez intéressant et quelque chose qu'on voit dans la mesure qui est un peu contre-intuitif et qu'il faut, à mon avis, garder en tête. C'est que on voit là que le KC pour la parcelle vert clair est plus important, à peu près 70%, alors que l'autre est à 20%. Donc ça, c'est sûr que, comme on disait avant, la capacité de capturer la lumière va être directement reliée au rendement. Donc évidemment, une parcelle qui a plus de feuillage va pouvoir faire plus de fruits. Mais le pendant de ça, c'est aussi qu'une parcelle qui a plus de feuillage va avoir plus de mal à résister au déficit hydrique. Et notamment s'il y a un assèchement comme on voit dans la région, c'est des parcelles qui vont avoir besoin de soit plus d'eau, soit qui vont vraiment souffrir du déficit. Et c'est ce qu'on voit avec la parcelle verte, puisque
on voit qu'elle est globalement beaucoup plus développée, et donc elle a vraiment beaucoup souffert du déficit, alors que l'autre parcelle qui était plus petite, finalement, elle est passée à travers un millésime qui était pourtant très sec, sans vraiment d'irrigation significative. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, dans un terroir où on a un changement climatique qui va plutôt au réchauffement et à l'assèchement, c'est aussi une réflexion à mener, quoi. Est-ce que il ne faut pas accepter une petite baisse de rendement pour avoir des vignes qui supportent la sécheresse, plutôt que de vouloir pousser des rendements et de ne pas être capable de les tenir, et donc d'avoir des conséquences sur la maturité qui sont significatives. Donc à la clap en 2015, donc là je vous ai mis d'autres cépages, mais si on se concentre sur la Syrah rouge, là on voit que pourtant avec un quotient culturel de 60%, on a été beaucoup plus résistant sur 2015 que sur 2014, donc sans doute parce que grâce à cette pluie de juin, parce qu'on voit qu'il y a eu un ressaut aussi au début, et puis après un mois de juillet, enfin un mois d'août et un mois de septembre qui ont permis d'aller jusqu'au bout. Après Roquebrun, donc là on est sur Roquebrun, donc pareil, hein, c'est intéressant, on a deux parcelles, une parcelle qui est plutôt 64% au niveau du coefficient de culture, donc plutôt grosse, et l'autre qui est plus petite. Et donc on voit qu'en 2014, ces deux parcelles avaient pas mal souffert. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2015, on a vraiment vu la différence entre les deux parcelles. Et donc là, par exemple, ce qui s'est passé sur la parcelle nord, c'est qu'ils ont eu la capacité d'avoir de l'eau, donc de l'irrigation, et donc on voit qu'à partir du moment où ils ont pris la décision d'irriguer à peu près au milieu, là, vers le 15 juillet, la parcelle a très très bien réagi, et après les précipitations ont pris la suite et ont vraiment permis d'alléger considérablement le déficit hydrique après véraison. Et en fait, c'est ça aussi l'intérêt d'une parcelle plus petite, c'est qu'elle réagit plus vite à l'irrigation ou aux précipitations. Alors qu'en fait, pour la parcelle sud, qui est beaucoup plus grosse, qui est plutôt en flanc, enfin en bas de vallée, vraiment sur des profils racinaires qui sont assez profonds, en fait, ils n'ont pas pu irriguer au moment où on est vraiment tombé très bas. Et il a fallu attendre les pluies du mois d'août pour constater la reprise, et avec un délai qui est significatif. Donc cette phase où on était un peu dans l'encéphalogramme plat, parce qu'on est resté autour de 20% au niveau du déficit, de l'indice de déficit hydrique, c'est significatif, ça a des conséquences sur la maturité et sur les arrêts de maturité. Donc en conclusion, on voit que même si on est sur une analyse climatique qui semble un peu catastrophique, avec des déficits hydriques très précoces, on voit qu'en fait, par rapport au timing des apports de précipitations qu'il y a eu sur 2015, finalement ça arrivait pile poil au bon moment. Cette pluie du 15 juin a vraiment été clé pour atteindre les surfaces foliaires, et après les pluies d'août et septembre ont permis de traverser la maturation sans trop de problèmes. Alors évidemment, ça a posé d'autres problèmes au niveau maladie et puis au niveau de la maturité phénolique, mais globalement, je pense que c'était quand même assez intéressant. Alors, un dernier point sur lequel je voulais revenir avant de conclure, c'est l'impact des vagues de chaleur. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on observe depuis assez longtemps étant en Californie, c'est qu'à Napa, en Californie, on a le phénomène d'été indien. Donc on a des mois de septembre et octobre où il y a des grosses chaleurs et en même temps des déficits, des humidités relatives très très basses. Et on constate que ces phénomènes ont une grosse importance sur la maturité, parce que généralement ça provoque des défoliations ou des pertes de rendement très importantes sans même que la vigne puisse réagir. Et même s'il y a de l'eau dans le sol, c'est pas forcément la solution. Et donc ce qu'on fait depuis quelques années, c'est qu'on calcule il y a un indicateur en fait qui permet de comprendre l'intensité des vagues de chaleur. Ça s'appelle le déficit en vapeur d'eau, ou le VPD. Et ce déficit est juste calculé avec la température et l'humidité relative. Et en fait, c'est juste une pression, et c'est la pression qu'il faut appliquer au volume d'air pour sortir la première goutte d'eau. Donc, vous pouvez imaginer que plus l'air est chaud et sec, plus il faut appliquer une pression importante pour sortir la première goutte d'eau. Et donc du coup, pour nous, un des éléments importants aussi de 2015, c'est que c'est un millésime qui a été assez
intense au niveau de ces vagues de chaleur, puisqu'on voit que si on compare 2011, 2013, 2014, 2015, en gros, sur les trois terroirs, il y a eu à peu près deux fois plus de vagues de chaleur. Et donc ça, il faut vraiment imaginer que c'est une conséquence directe du changement climatique, ou en tout cas que c'est une des conséquences, et que c'est des épisodes où la plante finalement a pas vraiment on a un peu atteint les limites du système. Et ce qu'on imagine nous, c'est que dans ces moments-là, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire à part peut-être changer l'environnement, donc humidifier l'air par exemple serait une solution. Et donc par exemple sur 2015, le mois de juillet a été particulièrement intense en vague de chaleur, puisqu'on a eu une dizaine d'épisodes sur tout le mois de juillet, notamment entre le 15 et le 30 juillet. Et évidemment la véraison était à peu près à ce moment-là, donc les fruits commençaient à vérer, et on pense que ça a certainement eu un impact sur le ralentissement de la maturation. Et donc du coup c'est pour ça que je vous remonte ce graphe de temps thermique. Même si c'était une année précoce au niveau degré-jour, il est possible que c'est ralenti un petit peu la maturité, et donc du coup au niveau maturité, ce qui expliquerait pourquoi, même si on est a priori sur le papier sur une année extrêmement précoce, au niveau de la vendange, finalement c'était une année qui était peut-être un petit peu en avance, mais pas tant que ça. Voilà. Donc voilà, en conclusion, une année extrêmement sèche, mais avec des pluies qui tombent au bon moment. Donc tant que ça dure, c'est bien. Des phénomènes sans doute de blocage, de maturité à cause de ces épisodes de VPD élevés. Et puis évidemment, des températures qui sont plus faibles en fin de saison, qui ont sans doute été un peu difficiles au niveau maladie, état sanitaire, et avec peut-être un effet de maturation un peu lente à la fin. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? Vous avez des questions ? José Tastavi, domaine des marins, domaine de Guéry. Juste, vous parliez d'humidification quand on est vague de chaleur pour débloquer ces stress. Donc évidemment on passe à l'aspersion. Donc il semblerait que recourir à l'aspersion dans ces conditions puisse être un outil indiqué. Est-ce qu'il y a des études là-dessus, savoir quelles sont les nécessités d'aspersion en temps, en quantité, pour sortir de ce système bloqué? Alors au niveau recherche, je dois avouer que je ne sais pas s'il y a des choses qui sont faites. Par contre, moi ce que je peux vous dire, c'est ce qu'on voit en Californie. Donc on a certains clients qui le font. Et généralement ce qui se passe, c'est que quand ils atteignent les seuils qui deviennent un peu dangereux, ils font des cycles d'à peu près 20-30 minutes d'aspersion, et après une demi-heure, une heure de pause, et ils continuent jusqu'à la fin de la vague de chaleur. Alors après, au niveau volume d'eau, je dois avouer que je ne connais pas les volumes nécessaires pour faire ce genre de choses. Mais l'idée pour que ça soit efficace, c'est d'envoyer dans l'air des gouttes qui sont suffisamment petites pour qu'elles se transforment en vapeur, quoi, hein. L'idée, c'est pas du tout de mouiller la canopée, mais bien de changer l'humidité relative dans l'air. Excusez-moi, je n'ai pas compris. 20 à 30 minutes toutes les 2 minutes 20 à 30 minutes, et puis après 1 heure entre les deux. Donc il y a 3-4 aspersions par jour quand il y a une vague de chaleur.